Alors, la diaspora joue un rôle important. Un des exemples pour nous, c'était de les avoir inclus, par exemple, dans l'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données. Et plusieurs personnes de la diaspora ont contribué à ça. Certains même se sont déplacés de leur pays d'origine, d'autres de la France, pour venir assister aux ateliers de préparation de ces stratégies. Mais au-delà de ça, c'est aussi des talents. C'est des gens qui ont de l'expérience. Il y en a beaucoup qui travaillent dans des grandes boîtes, des GAFAM. Il y a des Ivoiriens, par exemple, à Google. Il y en a à Apple. Il y en a un que j'ai rencontré d'Amazon. Et ils sont tous intéressés à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Alors, quand on parle de Flutterwave, quand on parle de ces entreprises-là, c'est des gros fonds américains qui viennent investir sur ces entreprises-là. Si en Côte d'Ivoire, nous, par exemple, on ne sait pas pitcher en anglais et qu'on n'a pas suffisamment de visibilité, il est difficile pour nous d'attirer ce genre d'investisseurs. Il y a tout un volet investisseur angel capital qui n'est pas encore bien développé au niveau de la Côte d'Ivoire. Un Américain qui veut investir en Côte d'Ivoire ne va pas forcément maîtriser les intricacies, les spécificités des startups locales. Il va regarder ça de loin et si il a un middle layer comme des venture capitalistes locaux qui eux maîtrisent le secteur des startups locales, il peut investir dans ces entreprises ou dans ces fonds. Quand j'avais eu le bac et que je partais en France, quand j'avais 17 ans, dans l'avion, j'étais assis dans l'avion et puis j'ai commencé à penser. Mes pensées se sont tournées vers mon retour et qu'à un moment donné, j'allais rentrer au pays, puis j'allais contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de manière générale. Et je sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée, mais cette pensée est restée avec moi pendant longtemps. Et je sais pas pourquoi j'avais pensé au continent, mais pour moi, c'était d'abord de pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire initialement. Donc, quand je suis arrivé là-bas, l'idée c'était de faire mes études, obtenir le maximum d'expérience en travaillant là-bas, économiser suffisamment d'argent pour pouvoir revenir au pays et puis contribuer au développement du pays. Alors, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon impact dans l'innovation. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Stéphane Coulibaly, directeur de l'innovation des startups et du secteur privé. C'est un honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Je vais vous demander déjà de vous présenter pour ceux qui vous connaissent pour la première fois. Excellent. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très heureux d'être ici. Alors, je suis M. Coulibaly, qu'on en dit Stéphane, directeur de l'innovation des startups et du secteur privé au sein du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Ok. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, être directeur de l'innovation? Alors, c'est un gros challenge, il faut le dire. Aujourd'hui, on est à l'orée d'une nouvelle révolution industrielle qui est pratiquement une course à l'armement en IA, en intelligence artificielle, etc. Donc, l'innovation est un facteur de développement économique et social important. Et au-delà donc d'être juste une technologie, ça peut impacter la vie d'une nation, le futur d'un continent. Donc, le challenge est assez énorme. Et aujourd'hui, on voit que au-delà d'être une technologie, au-delà d'être un facteur de développement économique, c'est aussi un enjeu géopolitique, où il y a une course à l'armement en IA des blocs traditionnels. Donc, c'est important que on ne soit pas que spectateur de cette évolution et que, en tant que pays phare de la sous-région, on se positionne en tant que leader dans ce domaine. Ok, j'ai lu dans votre biographie, dans votre parcours, que vous avez fait IBM. IBM, c'est vraiment l'une des plus grosses entreprises en matière de technologie dans le monde. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre parcours, un peu plus en profondeur. Comment est-ce que vous arrivez à IBM et après IBM? Très bien. Alors, donc, je vais essayer d'aller très rapidement, mais je vais recommencer depuis la base. Donc, je suis né et vécu, grandi, étudié ici en Côte d'Ivoire jusqu'à mon bac. J'étais donc au lycée classique d'Abidjan, le Cheikh Caïman. Après le bac, j'ai eu la chance d'aller en France pour étudier en classe prépa. Après, j'ai intégré une école de commerce. Et pendant mon stage à BNP Paribas, j'ai eu l'opportunité de faire un concours qui m'a permis d'aller aux États-Unis faire mon MBA. Et donc, c'est à la fin de ce MBA-là que j'ai intégré un peu la filière. J'étais en finance au départ et puis après, j'ai intégré la filière analyse de données. Et donc, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, dans une start-up aux États-Unis, au niveau de Cambridge. Et puis après, intégré une entreprise qui s'appelle Monster pour les jobs. Et puis de là-bas, je suis tombé à IBM. Donc, c'était un parcours assez intéressant. IBM était une expérience très enrichissante. Comme vous l'avez mentionné, c'est une des plus grandes boîtes de tech dans le monde.
Et ils étaient un des initiateurs de l'intelligence artificielle depuis Bien le sûr. départ. Je me rappelle même qu'on avait travaillé sur un dossier, sur un projet de mise en œuvre d'une IA pour l'analyse de données, des données sur Internet. Mm. Et on appelait ça Watson Analytics. Et c'était un peu trop tôt. C'était vraiment un précurseur Mm. de ce qui se développe aujourd'hui. Et c'était peut-être 2 ans trop tôt. Donc le projet n'a pas vraiment pris parce que les gens n'arrivaient pas à bien cerner le potentiel de cet outil. Mm. Mais nous, il y a 2 ans avant, on était déjà en train de travailler sur ça. Mm. Donc, ouais, IBM, c'était une très belle expérience. D'accord. Donc, ça m'amène à vous demander comment est-ce que vous définissez l'innovation? Parce qu'on se rend compte, moi, avec ma petite expérience de création de contenu, je reçois beaucoup de jeunes qui me parlent un peu de l'innovation qu'ils ont. Mais par moment, je juge que si le marché n'est pas prêt, l'innovation va mourir trop tôt. Comme ce que vous venez de dire C'est avec les exactement ce qui s'est IBM. passé. Donc, comment est-ce que vous définissez l'innovation à votre niveau? Alors, ça peut être défini de plusieurs manières. Moi, j'ai une vision plus généraliste de l'innovation. C'est vrai qu'on peut rester vraiment au niveau technique et parler d'avancement technologique et tout ça. Mais pour moi, c'est de créer quelque chose qui est utile Mm. et qui n'existait pas avant dans un marché. Donc, même si ça existait dans un autre marché, que tu l'apportes dans un nouveau marché, pour moi, c'est une innovation pour ce marché-là. Mm. Donc, je reste vraiment générique et général en termes d'innovation. Cependant, mon objectif est de démocratiser l'usage de l'innovation, pousser les jeunes à s'intéresser à ce domaine et puis aussi créer des solutions qui vont permettre d'aider à faire avancer en fait l'innovation dans les entreprises et dans l'économie, dans la société ivoirienne de manière générale. D'accord. Mais aujourd'hui, on remarque qu'on ne peut pas vraiment dissocier innovation de technologie. Est-ce que vous avez une explication à cela? Alors, pour moi, l'innovation n'est pas forcément seulement technologique. Cependant, dans le cadre de ma mission, on a un volet vraiment spécifique sur le volet technologique. Ok. Donc, nous, on reste dans ce cadre-là, mais l'innovation de manière générale peut aller en dehors de ça. Il y a Mm. beaucoup de domaines dans lesquels ça peut s'appliquer. Mais pour la mission qui m'a été confiée, c'est plus le volet technologique que nous encadrons. Ok. Je veux on revienne rapidement sur votre parcours. Est-ce que vous avez dit que vous avez un MBA, vous avez travaillé à IBM. Est-ce qu'on peut comprendre un peu vos missions au sein de cette structure? Bien sûr, donc le MBA, c'était à la suite de ce concours dont j'avais parlé, à l'University of Rhode Island, où j'ai fait un master accéléré en executive MBA, à la suite duquel j'ai fait un petit stage d'abord et comme je l'ai expliqué, travailler dans une startup. Et j'ai fini par être embauché à IBM en tant que data analyst au départ. Et à la fin, j'ai fini en tant que senior manager data and analytics dans le département performance marketing. Donc, IBM est une énorme entreprise Bien sûr. qui est multinationale dans plusieurs pays. Donc, dans mon équipe, j'avais en charge de manager environ une douzaine de personnes qui étaient un peu éparpillées dans le monde. Il y en avait une en Chine, on avait 2 ou 3 en Inde, on avait certains en Europe, certains aux États-Unis. Donc, c'était une équipe assez homogène. Mais IBM, on était vraiment axé sur le talent. On recrutait des gens qui étaient capables de pouvoir travailler, pas forcément sur la localisation géographique. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, si vous êtes capable de faire le travail, on vous embauche et puis on travaille avec vous. Mm. Donc, ça permet de vraiment avoir une équipe assez dynamique malgré la distance qu'on avait. Et les missions qui nous ont été confiées étaient justement de mettre en place cette solution notamment, mais aussi de faire un reporting de manière générale sur les données venant des consommateurs d'IBM. Donc, on devait faire des analyses de données sur les profils, sur les potentiels clients, et puis essayer de comprendre quelles sont les initiatives marketing qui sont les plus efficaces et les moins efficaces. Super. Avec votre expérience en Europe, aux États-Unis et tout, comment je veux demander déjà comment s'est fait le retour au pays et quels commentaires vous faites sur l'évolution de l'écosystème en Côte d'Ivoire quand vous le comparez aux grands pays Ok, dans ça lesquels vous avez. c'est une grosse question, donc je vais essayer de la segmenter en deux. D'accord. Bon, d'abord, qu'est-ce qui a poussé à mon retour? Je dirais que quand j'avais eu le bac et que je partais en France,
Je crois que j'avais 17 ans dans l'avion. Au décollage, j'étais assis dans l'avion et puis j'ai commencé à penser. Mes pensées se sont tournées vers mon retour. Wow. Et qu'à un moment donné, j'allais rentrer au pays. Et puis j'allais contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique de manière générale. Et je sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée, mais cette pensée est restée avec moi pendant longtemps. Et je sais pas pourquoi j'avais pensé au continent, mais pour moi, c'était d'abord de pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire initialement. Donc, quand je suis arrivé là-bas, l'idée c'était de faire mes études, obtenir le maximum de diplômes, obtenir le maximum d'expérience en travaillant là-bas, et puis économiser suffisamment d'argent pour pouvoir revenir au pays et puis contribuer au développement du pays. Donc, c'était un peu compliqué de revenir tout de suite parce que, bien sûr, il y avait la guerre un peu ici en Côte d'Ivoire à un moment donné. Et puis après la guerre, il y a eu une évolution au niveau de mon poste à IBM. J'ai eu une succession de promotions qui ont fait que bon, j'attendais d'abord de pouvoir avoir un plafond avant de pouvoir rentrer. Et pendant 2 ans, je suis resté à la même position. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de pouvoir voir si je peux revenir au pays. Surtout que quand je rentrais en vacances, je voyais qu'il y avait quand même un dynamisme qui commençait à naître au niveau d'Abidjan. Et l'idée initiale pour moi, c'était de rentrer en tant que start-upper. Donc, j'aurais potentiellement été un membre du CI20, qui sait. Donc, c'était ça mon plan initial. Donc, je continuais de travailler à IBM et je voulais lancer la start-up ici. Donc, j'ai contacté quelques amis avec qui on a fait monter un projet. On a même fait une étude de marché. Et donc, dans le cadre de cette start-up qu'on voulait lancer, j'étais rentré au pays pour essayer de rencontrer un peu l'écosystème, se faire des contacts pour avoir un peu des facilités, des aides. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré un peu quelques membres du ministère et au final, on m'a proposé un poste ici et je me suis retrouvé à travailler en tant que directeur de l'innovation et des startups. Wow. Et ça fait combien d'années maintenant? Alors, c'était en mars 2024. Ok. Donc, ça fait un peu plus un an et demi environ. D'accord. Et de votre position actuelle, comment est-ce que vous commentez l'écosystème? Parce que vous l'avez côtoyé, vous avez côtoyé cet écosystème depuis longtemps. Maintenant que vous êtes là, quel commentaire vous avez à faire sur son évolution? Alors, je vais être très franc, hein, parce que si on veut vraiment évoluer, faut se dire la vérité. Et donc, quand je suis arrivé initialement, moi, j'étais très surpris par le dynamisme qui existait déjà, notamment avec le CI20, mais avec aussi d'autres jeunes entrepreneurs qui avaient de belles idées, qui venaient avec des projets qui étaient enthousiastes et des projets qui étaient aussi technically sound, c'est-à-dire ça avait de la valeur, ça avait du poids et ça répondait à des problèmes spécifiques des besoins du marché. Donc, pour moi, c'était un gros potentiel, c'est l'essentiel même du développement d'un écosystème, c'est d'avoir des solutions qui répondent à des besoins. Mais il manquait quelque chose. Je sentais qu'il y avait un petit amateurisme. Il n'y avait pas des projets qui étaient bien structurés. Leur business plan n'était pas bien structuré. La manière de pitcher n'était pas trop idéale. Ils ne savaient pas pitcher en anglais, par exemple. Et ils ne savaient pas s'entourer aussi d'équipes qui pouvaient les aider à grandir. Donc, c'était des jeunes qui avaient des projets, des bonnes idées, mais qui leur manquait une structuration. Donc, on a pensé que c'était un des axes les plus importants à adresser. Donc, ce que nous avions fait en arrivant, c'était de relancer le programme PADS, qui était le programme d'accompagnement et développement des startups, qu'on a essayé de remettre en marche. Et ce programme s'articule autour de 5 grands axes. Donc, on pourra rentrer plus en profondeur dessus, mais juste de manière générale, c'était l'axe législatif avec la Startup Act, notamment le comité de labellisation qui devait être installé pour le label officiel des startups. C'était le volet financement. Donc, on est en train de travailler au niveau financement pour apporter des sources de financement pour les jeunes entrepreneurs et les startups. C'est au niveau aussi formation, parce qu'on veut que ces startupeurs-là retournent à l'école, retournent sur le campus et réapprennent à vraiment se structurer de manière plus efficiente, être encadrés, avoir des experts qui puissent leur apporter les connaissances nécessaires pour pouvoir attirer des investisseurs étrangers, etc. Et après, c'était une mise en relation de l'écosystème avec une plateforme digitale de mise en relation de l'écosystème et puis faire la promotion de nos startups. On a fait partir 10 startups à Silicon Valley en immersion, notamment certaines du CI20. On a fait partir des startups à Vivatech, 20 entre elles. On en a fait partir d'autres au Japon, vraiment pour les faire connaître, pour que l'écosystème ivoirien puisse être vu au niveau international.
On a même aussi organisé un grand événement, le grand rendez-vous de la tech, qui était l'Ivoire Tech Forum, en juillet dernier. Donc, tout ça, ça contribue à faire connaître un peu l'activité très dynamique ici en Côte d'Ivoire. Ah, super, super intéressant. Et je voulais aussi poser la question de savoir que représente la diaspora quel rôle peut occuper la diaspora dans tout ce dynamisme autour de l'écosystème technologique en Côte d'Ivoire. Alors, la diaspora joue un rôle important. Je pense que à plusieurs niveaux, hein, et je pense que c'est important que on les associe aux activités que nous faisons. Un des exemples pour nous, c'était de les avoir inclus, par exemple, dans l'élaboration de la stratégie nationale d'intelligence artificielle et de la gouvernance des données, où nous avons fait un appel à contribution ouvert, et plusieurs personnes de la diaspora ont contribué à ça. Certains même se sont déplacés de leur pays d'origine, d'autres de la France, pour venir assister aux ateliers de préparation de ces stratégies. Donc, c'est important d'inclure toutes les expertises ivoiriennes, qu'elles soient locales ou dans la diaspora, pour contribuer au développement et à l'établissement de nos stratégies et au développement de notre écosystème. Mais au-delà de ça, c'est aussi des talents. Hein. C'est des gens qui ont de l'expérience. Il y en a beaucoup qui travaillent dans des grandes boîtes, des GAFAM. Il y a des Ivoiriens, par exemple, à Google. Il y en a à Apple qui m'ont contacté. Il y en a qui m'ont contacté de Microsoft. Il y en a un que j'ai rencontré d'Amazon. Et ils sont tous intéressés à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et de son écosystème. Donc, c'est pas des choses à négliger, c'est des choses sur lesquelles on peut bâtir beaucoup. Et c'est bien que plus d'Ivoiriens pensent à rentrer, et des Africains de manière générale, pour contribuer au développement de leur pays. Dans ce cadre-là aussi, j'étais récemment à l'ONU, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, en septembre dernier, où nous avons eu un petit side event dans lequel il a été discuté la possible organisation d'un forum, d'une conférence, où on va parler de la diaspora africaine et comment elle doit rentrer pour vraiment contribuer au développement de l'Afrique, surtout au niveau de l'innovation et des technologies émergentes. Donc, c'est un sujet important sur lequel j'insiste beaucoup pour tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent de la diaspora. N'hésitez pas à nous contacter, à revenir, à prendre connaissance de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Peut-être venez faire des petites vacances ici, regarder un peu l'écosystème, et puis après décider si c'est le moment opportun pour vous de rentrer, contribuer de manière plus directe et concrète au développement de notre écosystème, de notre économie. Ouais, c'est très bien dit. On espère que l'appel sera vraiment écouté. Mais comme on dit, hein, goûter et rester. Donc, si vous venez préparer vos valises exactement. pour un long séjour. Exactement. Mais ce qui fait peur à la diaspora aussi, c'est peut-être, bon, on a laissé le pays depuis trop longtemps. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu des obstacles éventuels qu'on peut rencontrer, que la diaspora pourrait rencontrer lors de son retour? Ouais, un des obstacles, c'est les épouses ou les époux Ok. qui sont de là-bas et qui n'ont pas forcément la maîtrise du secteur ici, qui sont un peu réticents de venir s'installer en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est de les faire découvrir le pays en vacances, leur montrer que ici, c'est un pays très accueillant où ils peuvent se sentir chez soi. Moi, j'avais la chance que ma femme venait de la Côte d'Ivoire, donc j'ai pas eu trop de problèmes à rentrer. Elle était de manière générale positive, même s'il y avait des petites inquiétudes à son niveau aussi également. Mais ça, c'est un des freins initiaux. Après, c'est les préjugés qu'on a sur l'Afrique de manière générale. Hein. Même nous, en tant qu'Africains, il y a beaucoup de comportements qui sont différents de ce qui se passe en Europe. Et donc, il faut comprendre ça, savoir s'adapter à ça, et comprendre que même partout, il y a un peu de ça, dans tous les pays du monde. Mais que c'est vrai qu'en Afrique, c'est un peu plus accentué. Donc, avoir la flexibilité de pouvoir naviguer autour de certaines de ces problématiques-là, c'est aussi important à avoir pour pouvoir assurer un retour plus efficace. Et puis après, c'est des contacts, et être bien installé, avoir un bon cadre de vie, trouver un endroit, que ce soit un appartement ou une maison, où on se sent bien. Ça contribue énormément aussi au bien-être et à la volonté de s'installer, revenir s'installer définitivement. Après, c'est les contacts. Développer des business, avoir des partenaires, des fournisseurs, des débouchés, des marchés. Donc, tout ça aussi est très important pour eux. Et le plus on établit notre programme PADS, le plus il y aura d'opportunités pour eux de pouvoir justement faire ces interconnexions,
connaître un peu l'écosystème, avoir une plateforme digitale de mise en relation qui va leur ouvrir beaucoup de portes également. Ouais, ça, c'est une idée de start-up. Donc, on espère que chez les start-upers nous regardent, ils ont là une idée voilà, de pouvoir se lancer. Ça pourra répondre réellement à un besoin. Mais aussi, est-ce que vous avez dit tantôt que l'État a envoyé certaines start-up à Vivatech, à la Silicon Valley et tout. Pour les start-up qui nous écoutent, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations sur le process à suivre pour pouvoir bénéficier de tous ces voyages d'immersion? Dans un premier temps, c'est de nous suivre sur les différents réseaux parce que toutes ces procédures de sélection des candidatures pour ces différents voyages et tout ont été diffusées à grande échelle sur nos canaux. Donc, premier point, c'est de suivre les canaux. Deuxième point, c'est de rester attentif à la mise en place de cette plateforme digitale dont je parlais, de mise en relation, parce que là-bas, il y aura toute l'information de ce qui est en train d'être mis en place au niveau du ministère qui sera communiqué là-bas. Donc, des appels à candidature seront mis en ligne sur cette plateforme. Mais aujourd'hui, c'est plutôt les canaux médiatiques, social media, que ce soit LinkedIn, X, Facebook, etc., qui diffusent ces informations. Donc, c'est de s'abonner et de rester à l'écoute. Ok, super. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'impact que pourrait avoir, l'impact économique que pourrait avoir le retour de la diaspora dans l'écosystème ivoirien? Ah oui, ça a un potentiel énorme parce que moi, par exemple, dans mon cas personnel, en travaillant à IBM, on développait des solutions où j'ai vu beaucoup de jeunes bénéficier de ce que IBM mettait en place pour pouvoir créer leur start-up. Et ils devenaient millionnaires très rapidement. Des jeunes de 17 ans qui devenaient millionnaires en développant des solutions et en les revendant à certaines entreprises locales. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'apporter certaines de ces technologies-là ici et puis développer de nouveaux champions nationaux qui vont embaucher et développer l'économie ivoirienne. Donc, je pense que chacun qui essaie de rentrer en Côte d'Ivoire de la diaspora a cette idée également de pouvoir venir établir quelque chose qui va marcher, qui va leur permettre d'embaucher les jeunes Ivoiriens, de pouvoir créer de la valeur économique et contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vécu une situation lors de votre retour qui a failli vous faire regretter votre retour ici à Abidjan? Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais il faut avouer qu'il y avait des moments difficiles. Okay. Où je me suis posé plusieurs questions, surtout que ma situation à New York était très, 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 très positive. J'avais un très, très, très bon job et j'étais très, 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 très bien payé. Et c'est vraiment l'appel du pays. C'est, comme les Anglais disent, the calling. C'est Dieu qui m'a mis cet esprit-là en me disant que je devais rentrer au pays et contribuer au développement de mon pays. Donc, j'ai suivi l'appel et puis je suis rentré. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments très difficiles. Il faut être entouré de personnes qui vous encouragent à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la famille, des amis et même des collaborateurs. J'en ai certains qui m'ont beaucoup soutenu également. J'ai eu la chance d'avoir un bon entourage. Donc, j'ai réussi à surmonter un peu les moments difficiles et aujourd'hui, je ne regrette pas. J'étais récemment, comme je l'avais mentionné, à New York et j'ai regardé la ville là-bas et puis je me suis dit non, je ne regrette pas d'être ici à Abidjan. Okay, super. Au-delà de ce que l'État fait déjà pour dynamiser l'écosystème, on sait que l'État ne peut pas tout faire. Il faut aussi qu'il y ait des incubateurs, des accélérateurs. Donc, est-ce que on peut savoir aussi quelles sont les initiatives au niveau de l'État de Côte d'Ivoire pour favoriser le fait que d'autres incubateurs viennent ici pour accompagner aussi nos startups ivoiriennes? Et l'État n'a pas vocation, en fait, bien sûr, à rentrer dans le volet technique de création de start-up et d'incubation, etc. Donc, vraiment, nous, on essaie de mettre en place le cadre réglementaire, juridique, le cadre de financement, le cadre de mise en relation, le cadre de promotion de nos startups pour faciliter justement votre succès. Mais, dans un autre sens, il est important pour nous aussi d'encourager tous ceux qui contribuent justement à rendre nos startups les plus efficaces et les plus fructueuses possibles. Donc, nous avons aussi à idée d'encadrer le volet incubation, accélération,
s'assurer que tous les incubateurs, accélérateurs aussi potentiellement obtiennent un label et soient encadrés, soient accompagnés parce qu'ils sont les porteurs des futurs gemmes qui vont sortir de nos rangs, de nos entrepreneurs. Donc, il est important d'encadrer tout ça. Mais l'État, à la base, n'a pas vocation à être un incubateur. Cependant, nous avons quand même mis en place ce qu'on appelle le HIT, le Hub Ivoirtech, pour aider vraiment les start-upers à avoir un lancement initial, une base, se tourner vers l'État pour pouvoir avoir non seulement un espace où s'exprimer, mais aussi des expertises et des accompagnements pour pouvoir structurer leur projet. D'accord. Au niveau juridique, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le label Startup? C'est quoi concrètement et comment en bénéficier? Alors, il est en train d'être mis en place. Il y a une loi d'abord qui devait être votée, qui l'a été, à l'unanimité. Donc, le 23 novembre 2023, la loi 901, qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et qui aujourd'hui nous permet de pouvoir avoir officiellement la mise en place du comité de labellisation. Donc, ce comité de labellisation était essentiel et donc ce décret a été validé également. Donc, nous avons commencé des formations pour les potentiels membres de ce comité qui doivent être officiellement affectés à ce comité. Donc, une fois que cela est fait, nous allons commencer à établir justement la base de ce label et comment est-ce qu'il va être établi. Nous avons déjà l'ossature et l'essentiel des éléments de ce label, notamment les critères pour la labellisation, ainsi que le mode de fonctionnement de ce comité. Donc, tout est en place, en fait, pour lancer ce label le plus rapidement possible. De quoi vont bénéficier les start-upers qui auront ce label? Donc, d'abord, à la base, il y aura un pré-label et un label. Donc, ce que nous voulons, c'est de pouvoir avoir déjà un recensement de toutes les startups locales en Côte d'Ivoire à travers le pré-label. L'obtention du label a des critères un peu plus élevés, un peu plus contraignants. Donc, c'est important d'avoir déjà cette base de pré-labellisés qui va nous permettre d'avoir une vue sur notre écosystème. Ensuite, les labellisés, eux, vont bénéficier non seulement d'exonération, nous devons lutter encore pour ça parce qu'il y a beaucoup de négociations qui sont encore en cours pour augmenter les avantages possibles des startups qui seront labellisées. Mais on pense à des exonérations fiscales, douanières, on pense à des facilités de financement, on pense à des accompagnements, notamment une priorité sur justement les accompagnements dans les pays étrangers, qu'on va aux États-Unis ou en France, à Vivatech, etc. Donc, il y a beaucoup d'avantages à être labellisé. Ça vous donne d'abord un statut juridique et légal un peu plus officiel, plus facile pour vous d'obtenir les financements de l'étranger. Mais ça permet aussi d'avoir votre positionnement au niveau local et d'utiliser ce label pour montrer la validité de votre projet. D'accord. Ok, on sait que pour une startup, à défaut d'avoir de lever des fonds, c'est pas toujours évident. Avoir aussi l'obtention de marchés, de gros marchés, peut être bénéfique pour une startup qui démarre et tout. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire fait confiance a confiance en ces startups? Alors, si on prend le modèle américain, Silicon Valley, ce qui a permis à les entreprises comme Facebook, Google, etc. de naître, c'est parce que le gouvernement américain a fait confiance à ces jeunes et a investi sur ces startups-là, qui sont aujourd'hui des multinationales à capitalisation boursière en milliards de dollars. Donc, on est loin de ça pour l'instant, mais on a l'intention et l'ambition de pouvoir faciliter l'obtention des marchés publics à nos startups. Et cela passe par plusieurs niveaux, mais un des éléments basiques, essentiels qu'on va mettre en place, c'est justement cette plateforme digitale dont je parlais, qui est une plateforme de mise en relation de l'écosystème, mais aussi d'ouverture de possibilités d'obtention de marchés publics. Donc, celles qui sont labellisées auront, bien sûr, plus de chances de les obtenir, mais de faire la communication sur cette plateforme des différents marchés potentiels pour les startups, c'est dans nos plans également. Ok. Je sais que vous avez sûrement entendu parler de l'application Côte d'Ivoire Identité, l'application qui permet à tout Ivoirien d'avoir accès à ces documents juridiques. Est-ce que vous pensez que c'était à un entrepreneur
différent de l'État ou bien indépendant de l'État de le faire, où l'État pouvait aussi déployer des moyens pour permettre à sa population d'avoir ces documents administratifs facilement. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans cette polémique, juste parce que je n'étais pas directement impliqué D'accord. dans la mise en place de ce processus. Cependant, ce que je sais, c'est que et le ministère et l'ONESI étaient directement impliqués dans la mise en œuvre de cette solution. Donc, je pense que c'était une collaboration, et il y a beaucoup de projets en Côte d'Ivoire qui sont établis sous forme de PPP, partenariat privé-privé. Et c'est pas une mauvaise chose que un entrepreneur puisse apporter des solutions publiques via des partenariats PPP. Donc, c'est quelque chose que moi-même, j'encourage de manière générale. Et beaucoup de pays même viennent vers la Côte d'Ivoire pour comprendre comment développer leur projet partenariat PPP également. D'accord. On sait qu'en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, c'est pas n'importe quel pays. Moi, j'ai eu la chance d'être au Nigeria. Actuellement, on peut dire que dans l'écosystème de l'Afrique de l'Ouest, tout ce qui est technologie, ils sont encore leaders. Moi, j'ai la conviction que on peut les tenir, on peut en tout cas être ex aequo et les surpasser. Mais comment est-ce que vous pensez au niveau de l'innovation, de votre fonction, aider encore les startups, malgré tout ce que vous faites déjà, hein, aider encore les startups ivoiriennes à avoir des licornes, comme au Nigeria, on a Flutterwave, on a Moneypoint. Ici, est-ce que déjà vous avez un coup de cœur pour une startup et quelles sont les actions encore à mener dans les années à venir pour qu'on puisse avoir une licorne? Alors, mon coup de cœur, c'est pour toutes les startups. Toutes les startups qui viennent Bien avec sûr. des idées innovantes. Bien sûr. Il y a beaucoup de startups qui prétendent avoir des idées innovantes, mais qui font des copier-coller de Bien sûr. choses qui existent déjà dans le marché. Bien Donc, sûr. c'est pas forcément des choses qui vont vraiment booster l'écosystème, même s'il y a la place souvent pour plusieurs acteurs sur certains pans de notre marché général. Mais c'est de venir avec des idées innovantes. Ça, c'est le premier truc. Il faut que les jeunes, dès le collège, commencent à penser à être des entrepreneurs. Dans ces autres pays-là, l'esprit anglo-saxon, et surtout en Occident, les meilleurs étudiants ne pensent pas à travailler pour quelqu'un. Ils pensent à créer leur propre boîte et à embaucher des gens qui vont travailler pour eux. Et ce sont les étudiants les moins brillants qui vont travailler dans des entreprises privées et tout ça. Alors ici, il faut que cette mentalité soit pareille. Il faut que nos plus brillants étudiants arrivent à pouvoir justement lancer des projets, des startups, des projets entrepreneuriaux qui vont permettre de pouvoir avoir vraiment la crème de la crème, être au devant de l'innovation, et puis tirer tout le monde vers des nouvelles entreprises qui vont être les futurs champions nationaux. Donc ça passe par un changement de mentalité aussi. L'entrepreneuriat, souvent ça s'est vu négativement ici, comme ceux qui n'ont pas pu avoir de job dans des grandes entreprises qui, par défaut, se lancent dans l'entrepreneuriat. Il faut qu'on change la mentalité, que ce sont des gens très intelligents qui le font, qui ont décidé de se lancer parce qu'ils ont confiance en eux et ils savent qu'ils sont capables de pouvoir sortir des produits qui sont viables et utiles pour la société. Ensuite, il y a le volet financement. Alors, quand on parle de Flutterwave, quand on parle de ces entreprises-là, c'est des gros fonds américains Bien sûr. qui viennent de verser sur ces entreprises-là. Si en Côte d'Ivoire, nous, par exemple, on ne sait pas pitcher en anglais et qu'on n'a pas suffisamment de visibilité, il est difficile pour nous d'attirer ce genre d'investissement. Il y a tout un volet VCs, investisseurs, angel capitals, qui n'est pas encore bien développé au niveau de la Côte d'Ivoire. Et un Américain qui veut investir en Côte d'Ivoire ne va pas forcément maîtriser les intricacies, les spécificités des startups locales. Il va regarder ça de loin, et si il a un middle layer, c'est-à-dire un élément au milieu, comme des venture capitalistes locaux, qui eux maîtrisent le secteur des startups locales, il peut investir dans ces entreprises ou dans ces fonds. Donc, c'est d'avoir vraiment la construction d'un modèle de financement local sur lequel les investissements étrangers peuvent venir s'appuyer pour pouvoir aider nos startups. Donc ça, c'est un autre pan sur lequel nous travaillons. On a déjà lancé un VC Academy en partenariat avec un privé également. Et l'idée, c'est de vraiment construire ce middle layer-là, ce volet médian
qui permet aux Américains de pouvoir, par exemple, venir investir en sachant qu'il y a déjà eu toute l'analyse effectuée par des locaux. Et d'ailleurs, quand on était à la Silicon Valley, il y a deux investisseurs américains qui nous ont dit ça, qui sont intéressés, ils voient le potentiel du marché ivoirien, mais qui ne peuvent pas venir et puis rencontrer des startups sans avoir la maîtrise, l'expérience de comprendre ce qu'ils vont recevoir comme information, savoir si c'est vrai ou faux, etc. Mais ceux qui sont là localement depuis plusieurs années peuvent leur donner les informations nécessaires et donc eux, ils vont investir sur ceux-là qui, eux, vont investir sur les startups. Donc voilà un peu le modèle qu'on doit essayer de construire, parce que si on le fait, on va avoir des résultats similaires à ceux du Nigeria. Je pense qu'on a le potentiel de les dépasser. Bien sûr, on a le potentiel. Et pour vous qui avez fait les États-Unis et tout, vous savez que la plupart en tout cas, beaucoup de start-upers lancent les startups durant l'université et tout. Donc, je pense aussi qu'il y a peut-être le volet éducation. Donc, comment est-ce que, au-delà de toutes les actions que vous menez, des événements comme Ivoire Tech Forum, Vivatech et tout, comment est-ce que vous aidez les Ivoiriens à développer leur talent et à vouloir se lancer dans l'innovation? C'est de faire des start-up studios, des studios dans les universités. C'est ça. Et qu'il y ait un accompagnement. Aux États-Unis, ça se fait. Donc, les étudiants peuvent commencer des prototypes directement, étant étudiants encore à l'université. Et donc, pour ça, il faut des labs, des studios, où ils peuvent venir tester leurs idées, leurs produits. Et puis, potentiellement attirer déjà des investissements à cet âge. Et beaucoup ont réussi à être déjà financés à ce niveau-là. En Côte d'Ivoire, l'idée, c'est de mettre en place un système similaire. Plusieurs écoles ont déjà commencé. Par exemple, l'INPHB a déjà un Fab Lab, plusieurs labs même déjà établis dans cette université, dans cette grande école. Et plusieurs autres écoles, comme les ATIC et tout, sont en train de faire des trucs similaires. Donc, il y a déjà une traction. L'idée pour moi, c'est que chaque université de Côte d'Ivoire, chacune des 10 universités publiques au moins, ait un studio ou un Fab Lab pour permettre aux étudiants qui ont des idées de venir tester les prototypes, avoir des imprimantes 3D, des machines qui leur permettent de pouvoir sortir des prototypes, tester leurs produits, et puis plus tard, pourquoi pas devenir des startups et des futurs PME et grandes entreprises. D'accord. Et pour vous, quel est le meilleur moment pour lancer sa startup? Est-ce que c'est durant l'université? C'est après qu'on ait eu un peu d'expérience? Parce qu'on sait que c'est pas évident. Donc, comment est-ce que vous qui vouliez aussi lancer votre startup, comment est-ce que vous jugez le meilleur moment? Alors pour moi, il n'y a pas d'âge. C'est le moment où la bonne idée vous vient à l'esprit. Il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. Il faut croire en soi et avoir surtout un débouché. Parce que souvent, comme je l'ai mentionné, tu peux avoir une très bonne idée, mais le marché n'est pas encore prêt pour ça. Sûr. Et donc, nous, on était 2 ans en avance, par exemple, à IBM, et on n'a pas pu avoir la traction nécessaire pour faire décoller ce produit. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Ta propre expérience, l'idée qui te vient, l'opportunité du marché. Et si tu attends trop longtemps, par exemple, quelqu'un d'autre peut le faire à ta place. Donc, c'est important de pouvoir le lancer le plus tôt possible, mais aussi de s'assurer qu'il y a un marché capable de pouvoir consommer ton produit ou ta solution. D'accord. Je pense qu'on arrive pratiquement à la fin. Les dernières questions seront plus focalisées sur la vision, on va dire 2030 du ministère de l'innovation, du ministère de l'économie numérique et tout. Alors donc, au niveau de notre ministère, on a plusieurs stratégies qui ont été mises en place, qui sont en train d'être renouvelées, certaines qui sont déjà officielles et qui se projettent à l'horizon 2030, voire même 2035 pour la stratégie nationale de transformation numérique de Côte d'Ivoire. Donc celle-là c'est la plus récente qui vient d'être finalisée. Et cette stratégie entend positionner la Côte d'Ivoire en tant que leader régional d'ici 2035 avec beaucoup d'investissements. Ce qui est un peu délicat dans les stratégies, c'est que lorsqu'on se projette sur 5 ans, 2030, comme tu l'as mentionné, et avec la rapidité de l'évolution technologique, chaque 6 mois, il y a des nouvelles solutions encore plus innovantes qui sortent. Donc, c'est difficile de pouvoir toujours être avant-gardiste ou bien projeter ce qui va se passer en 2030. Cependant, il y a des volontés politiques de vouloir avoir 0 papier en 2030. Donc, ça, c'est une volonté du gouvernement ivoirien
qu'on puisse vraiment accélérer la digitalisation, la transformation numérique du pays à l'horizon 2030. Donc, le programme national de développement, le plan national de développement, le PND, a intégré certaines de ces notions-là, la majorité de ces notions-là, ainsi que la stratégie nationale de l'intelligence artificielle, la gouvernance des données, qui a été élaborée l'année dernière et qui permet aussi d'avoir un plan pour le développement de l'IA en Côte d'Ivoire. Sur ce volet-là, nous avons plusieurs grands axes. C'est une stratégie qui a été élaborée pour les 5 ans, donc 2030, mais qui se base sur 3 grands piliers. L'investissement, l'inclusion et la gouvernance. Et ce qu'on veut mettre en place, ces 2 gros éléments, les 2 pièces centrales de la mise en œuvre de cette stratégie, c'est la création d'une agence nationale de l'IA et des données, ainsi que la création d'un hub stratégique de l'IA en Côte d'Ivoire, qui aura plus tard vocation à être régional, un hub régional, qui va être équipé avec les dernières technologies disponibles. On veut la rendre super équipée au niveau infrastructure, et être une référence en Afrique de manière générale. Et puis à son sein, avoir 4 grands pôles d'activité, recherche et développement en IA, donc sortir toutes les solutions IA locales, avoir des LLM locaux, avoir des algorithmes locaux et aussi faire des publications et tout ça. En deuxième, c'est au volet incubation, accélération des startups IA. Donc, on veut que ces startups-là bénéficient de 3 éléments. Un, bien sûr, l'infrastructure technologique de pointe qui sera mise à leur disposition dans ce hub, ainsi que de l'expertise qui va venir les encadrer, les accompagner, leur permettre de passer de la phase d'idéation à devenir, à s'internationaliser, à être des startups avec des solutions IA qui se vendent dans l'étranger. Et aussi bénéficier de financement. Donc, on essaie de mettre en place un fonds, ça s'appelle le Fonds ivoirien de l'innovation technologique, qui va permettre de pouvoir justement pousser ces jeunes à avoir des prototypes et à mettre sur le marché des solutions et leurs produits. En troisième, c'est le volet formation. Donc, formation, d'abord, former des formateurs d'abord. Et puis aussi formation dès le plus jeune âge, apprendre des enfants de 10-12 ans des termes basiques de manière ludique, apprendre la robotique ou le coding et les intéresser en fait dans cette filière. Et après, travailler avec le ministère de l'Éducation nationale et l'enseignement supérieur pour intégrer les notions d'IA dans les curriculums et s'assurer qu'on ait des programmes certifiants des ingénieurs en IA qui sortent de nos universités, pourquoi pas des PhD, des doctorants qui sortent de nos universités locales. Mais c'est aussi la formation de la population active, que ce soit dans le public ou le privé. On veut s'assurer que notre population active se prépare à l'impact que l'IA pourrait avoir sur les jobs du futur. On sait que 85% des jobs risquent d'être affectés par l'IA. La manière dont les gens travaillent dans les jobs aujourd'hui sera différente à cause de l'IA. Donc, c'est important que dès à présent, nos travailleurs s'imprègnent de ces notions-là et se préparent au monde du travail futur qui arrive bientôt. Et enfin, un dernier volet dans ce hub, ce sera la mise en application de l'IA. Donc, c'est comment est-ce que l'IA peut servir à être utile à des ministères. On a commencé un premier pilote avec le ministère de l'Agriculture. Et on essaie d'utiliser l'IA pour répondre à des challenges de ce ministère. On va le faire avec l'éducation, avec la santé, et l'appliquer à plusieurs autres éléments de la société, mais pourquoi pas même du secteur privé. Une entreprise peut venir nous voir et puis nous exposer un problème, et puis avec les solutions IA qu'on va développer dans ce hub, répondre à ces challenges. D'accord. Est-ce que vous n'allez pas concurrencer certaines startups? Pourquoi pas, parce qu'elles seront incubées dans ce hub. Donc le hub lui-même sera vraiment le foyer de développement des solutions IA. Et donc ces startups-là vont venir dans le hub bénéficier de la puissance de calcul et de l'infrastructure qu'on va mettre à leur disposition. On ne le met pas à la disposition de l'État, on le met à la disposition des startups, des entrepreneurs et des enseignants, des chercheurs, des ingénieurs. D'accord, donc est-ce que c'est déjà lancé, c'est en cours? C'est en cours, on est en train de mettre cette stratégie-là en application. C'est vrai que c'est un peu ralenti avec les élections qui arrivent et tout ça, donc je pense qu'il y a cette période-là qui va passer. Et après, on va accélérer sur la mise en œuvre de cette stratégie. Okay, j'espère avoir l'information scoop parce que ça va vraiment plaire à ma communauté. C'est vraiment une très belle initiative et j'apprécie énormément. Merci. Donc, comme on arrive déjà à la fin et que c'est un podcast qui se veut live, on va demander, on va prendre quelques questions. Ok, donc la première question que je reçois ici, c'est
quels sont les mécanismes d'accompagnement prévus en matière de business development pour faciliter le lancement des startups? Alors, pour faciliter le lancement des startups, il y a plusieurs canaux qui existent déjà. Et déjà, au niveau du CI20, il y a une belle initiative qui a été entreprise pour encadrer les nouvelles startups qui veulent venir, leur montrer un peu de l'expérience que les startups présentes dans le CI20 ont eu et pouvoir les accompagner de cette manière. À notre niveau, c'est de pouvoir déjà les enregistrer au niveau de la plateforme digitale qu'on veut mettre en place et puis de les accompagner pour leur labellisation. Donc, au niveau de la labellisation, déjà l'obtention du prix Label pourra leur permettre de pouvoir être visibles par nos services, bénéficier des encadrements qu'on a mis en place au niveau du hub Ivoitech, qui est comme un petit incubateur de start-up et qui permet de pouvoir avoir déjà un pied dans l'écosystème. Et puis après, c'est de bénéficier des financements qu'on veut mettre en place, notamment le Fonds ivoirien de l'innovation technologique dont je parlais. Et puis après, de postuler pour ces différentes expositions aux États-Unis, en France, Vivatech, etc., pour pouvoir se faire connaître. Beaucoup ont bénéficié de ça et ont pu lancer des activités, signer des partenariats, etc. Donc, c'est tout autant d'opportunités de pouvoir faire grandir leur projet. OK. Donc, cette même personne demande, vous avez mentionné une plateforme de mise en relation. À quelle date sera-t-elle disponible? Alors, nous avons déjà fait un appel à contribution. On a recueilli beaucoup d'inputs des différentes startups et des différents jeunes entrepreneurs. L'idée, c'est que cette plateforme serve de plateforme de labellisation, de dépôt de candidature pour leur labellisation. Et donc, c'est dans cette plateforme que le processus de labellisation va être aussi établi. Donc, les dépôts de candidature se font sur la plateforme, ainsi que les informations relatives à ce processus. Après, cette plateforme va aussi servir de mise en relation parce que toutes les startups seront entre elles présentes sur cette plateforme et pourront communiquer, s'associer ou se faire même des business entre elles, mais aussi être une plateforme ou une vitrine de notre écosystème pour les investisseurs étrangers. Beaucoup nous demandent souvent combien de startups il y a en Côte d'Ivoire. On n'a pas forcément de chiffres officiels. Avoir cette plateforme va permettre de pouvoir justement avoir des chiffres officiels. Ça va aussi permettre aux jeunes qui sortent des universités de savoir quelles sont les startups là, quels sont les besoins de recrutement et de poursuivre pour pouvoir avoir peut-être des stagiaires dans vos startups ou même recruter des futurs partenaires, pourquoi pas des employés. Donc, c'est vraiment un truc qui va être essentiel. On a déjà un prototype de prêt. On a déjà un potentiel partenaire avec qui on va mettre en place cette plateforme. Mais il y a tout un processus qui doit être mis en place. On veut le faire dans les règles de l'art et respecter toutes les règles nécessaires pour l'établissement de cette plateforme. Donc, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais le concept est déjà là. Les inputs ont été mis dans le cahier de charge. Et donc, on a déjà une vision de ce que ça va être. On va même dire qu'on a un petit prototype qui est déjà en place et qui va être lancé dès qu'on a le feu vert. Est-ce que vous avez des développeurs en interne qui travaillent sur ça ou c'est... Alors, notre arme opérationnelle n'est pas directement dans le ministère, mais c'est une structure sous tutelle au niveau de l'ANSUT, par exemple, qui va permettre de pouvoir mettre en place les développeurs qui vont justement mettre en place cette plateforme. OK. Donc, on a une autre question de Madame Marie-Paul Koné. Merci beaucoup, Monsieur Coulibaly, pour votre parcours inspirant. Quels sont vos conseils pour réussir à établir un PPP? Quelle est la marche à suivre? Alors, il y a tout un process qui est établi au niveau du CNPPP. Donc, c'est de contacter cette cellule. C'est une cellule mise en place justement pour les partenariats publics-privés et qui est en charge de justement gérer tous les PPP que le gouvernement ivoirien fait avec les entreprises, que ce soit locales ou internationales. Donc, je conseillerais de passer par cette structure qui a un site internet. Je le connais pas par cœur, mais je pourrais le communiquer après à vos services pour que vous puissiez le partager. OK, pas de problème. Donc, on a Miss Stéphanie Ametepe. En tant que membre de la diaspora ayant le désir de rentrer contribuer à l'écosystème digital, est-ce que vous pouviez nous aiguiller sur les besoins existants sur lesquels cette diaspora peut se positionner? Alors, c'est un peu délicat d'en parler comme ça directement, mais la Côte d'Ivoire a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de startups qui sont en train de développer de très belles solutions qui répondent à des besoins précis.
Mais ce que moi j'ai fait dans mon cas précis, c'était de rentrer en Côte d'Ivoire, venir constater les besoins sur le marché. J'ai même fait une étude de marché que j'ai payée pour pouvoir avoir une vraie connaissance de ce qu'il y a comme besoin. Donc, mon conseil, c'est de faire une démarche similaire. Ça demande un petit investissement de votre part, mais il y a des besoins, il y a des opportunités. Moi, je pense que comparé à ce que vous pouvez faire là-bas, où beaucoup de choses sont déjà faites, je pense qu'ici, il y a encore beaucoup à faire et beaucoup d'opportunités qui peuvent être disponibles selon vos degrés d'expertise. Donc, moi, mon conseil, c'est de venir un peu sur le terrain, que ce soit des vacances, pour prendre le pouls de la situation locale et puis voir dans quel cadre votre expertise peut apporter les solutions précises. Ok. Moi, j'ai un peu envie de savoir quel était le projet sur lequel vous vouliez travailler. Et est-ce qu'actuellement, il est totalement écarté ou... Alors, il n'est pas totalement écarté, mais moi, je suis plus impliqué. Ok. Voilà, donc je suis plus impliqué au vu de ma position. Mais c'est un projet sur lequel mon neveu est en train de travailler un peu. Ok. Il a repris cette idée-là, il est en train de travailler dessus. Mais avec mes partenaires, on a complètement arrêté une fois que j'ai commencé cette position. Mais c'était le développement de solutions qui permettaient d'aider les PME ivoiriennes à pouvoir non seulement digitaliser leur processus, mais aussi faciliter leur communication et leur marketing. Ok, super. Donc, on a une autre question qui dit, l'Agence nationale de l'IA inclut-elle aussi la gouvernance des données pour la gestion même des données au niveau national? Alors oui, c'est l'Agence nationale de l'IA et des données. Donc, on a fait une stratégie qui se focalisait sur deux pans. Donc, on a fait deux stratégies au lieu d'une. Initialement, on avait commencé avec une stratégie, mais on a décidé d'en faire deux. L'idée est que la gouvernance des données en elle-même est une stratégie et a besoin de tout d'un suivi ou d'une mise en œuvre qui dépasse même le cadre de l'IA. C'est des données qui n'ont pas forcément nécessairement un lien avec l'IA. Okay. Alors que d'un côté, on avait besoin aussi d'avoir une stratégie IA qui adresse la nécessité pour la Côte d'Ivoire de ne pas être un spectateur, mais un acteur dans le développement de l'IA. Donc, on a fait ces deux stratégies-là de manière concomitante. Et aujourd'hui, s'il y a une agence, l'agence peut centraliser ces deux aspects, avoir un volet gouvernance et un volet développement de l'IA. On a encore ici deux autres questions de M. Mokhtar Sankara. Il dit, je vis actuellement aux États-Unis et ma start-up y est enregistrée. Pourrais-je tout de même bénéficier de l'accompagnement de cette plateforme? Alors, la plateforme, il n'y aura pas de problème. Il pourra s'enregistrer sur la plateforme. Pour être labellisé, il y a toute une série de critères qu'il va devoir remplir. Donc, une fois que le comité est mis en place, ils vont revoir les critères et puis les valider. Une fois que ces critères sont validés, ils vont être communiqués. Okay. Et il va regarder et voir s'il remplit ces critères-là, il pourra aussi bénéficier du label en plus d'être sur la plateforme. La plateforme, une fois qu'elle est mise en place, tout le monde peut postuler, s'enregistrer pour qu'on puisse avoir une visibilité globale de tout l'écosystème ivoirien au niveau des startups. D'accord. Donc, on espère qu'après les élections, on aura cette plateforme. Et ce sera vraiment un plaisir pour toutes les startups de pouvoir s'y référencer parce que ça va constituer en fait un pool, montrer en fait que l'écosystème ivoirien est dynamique et ça pourra attirer aussi d'autres investisseurs privés Tout à fait. à l'extérieur et c'est bénéfique pour tout l'écosystème. Exactement. On va prendre une dernière question. On a monsieur Jean-Claude. Est-ce que le ministère, pour une fois, a les moyens de sa politique et ses ambitions? Alors, c'est l'objectif. On se bat tous les jours pour ça. On n'a pas des moyens illimités, bien sûr. C'est très limité. On doit les allouer à différents aspects, à différents secteurs. Donc, c'est pas toujours évident de pouvoir avoir les ressources dont on a besoin pour avancer. Cependant, on peut commencer petit. Donc, moi, mon approche, c'est à 3 niveaux. Mon approche, c'est d'avoir la vision, de mettre une vision assez ambitieuse pour la Côte d'Ivoire, parce que je pense qu'on a la possibilité de pouvoir battre le Nigeria, comme vous l'avez dit. Bien sûr. Et donc, il faut avoir cette ambition-là de 1. Et de 2, c'est de travailler avec tout le monde, de faire venir tout le monde, que ce soit de manière collaborative, que ce soit pas une personne ou une direction ou un ministère ou même un gouvernement peut pas mettre en place tout ce qu'on veut faire. C'est tout un écosystème ensemble, secteur public, secteur privé, start-up, au niveau éducation, université, tout le monde ensemble.
qui peut mettre en place quelque chose qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'occuper son poste de leader régional. Donc ça, c'est important pour moi dans toutes mes communications, de m'assurer que tout le monde comprend que le gouvernement est ouvert, notre ministère est ouvert, ma direction est ouverte à travers avec tout le monde et à pouvoir, avec les synergies qu'on peut créer, positionner la Côte d'Ivoire à sa place. Et enfin, c'est de faire des choses à échelle. Souvent, on a l'ambition et on essaie de mordre plus qu'on peut mâcher. Donc, il faut pas forcément trop vouloir tout faire en un coup. Et l'approche, c'est de savoir comment commencer petit avec des pilotes à petite échelle, démontrer qu'on est capable de le faire et puis après agrandir. Donc, on va faire, par exemple, avec l'agriculture, pour la mise en place de notre cas d'usage de l'IA. On l'a fait aussi avec le Hub Ivoire Tech. On l'a fait à petite échelle en tant que pilote. Et on va plus tard le développer à grande échelle. Donc, pour moi, avec les moyens qu'on a, on peut faire suffisamment pour démontrer qu'on est capable. Et puis après, agrandir les échelles quand tout le monde va voir qu'on est sérieux sur notre travail. Ok, super, super. Donc là, je pense qu'on a fini avec les questions. On va prendre votre mot de fin avant de clore l'émission. Ben déjà, je suis très heureux d'être ici, d'avoir été invité à ce webinaire. Je pense que c'est quelque chose à encourager. Il est important qu'on communique suffisamment. Un des pans de notre programme PADS, c'est justement la promotion de nos startups, mais aussi promotion de notre écosystème avec l'Ivoire Tech Forum. Mais c'est aussi la promotion des activités du ministère qui soient plus connues. Il y a beaucoup de choses que vous ne saviez pas, que je pense que certaines personnes ne savaient pas. Donc, c'est important que on multiplie les opportunités de pouvoir communiquer autour des initiatives et des activités que nous entreprenons, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, soit au même niveau d'information, et aussi puisse bénéficier de tout ce qu'on essaie de mettre en place à tous les niveaux. Donc, moi, je suis très encouragé par tous les efforts que je vois au niveau du CI20, au niveau de l'écosystème de manière générale. Les gens n'attendent pas l'État, et c'est la bonne approche. Il faut être entreprenant, il faut avancer, mais sachez que nous sommes derrière et nous travaillons à pouvoir rendre cet écosystème le plus dynamique possible. Ok. Vraiment, merci à vous et on se dit à mercredi prochain.